Bismillah, salam alaikum, merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de travailler avec vous et d'aborder un sujet aussi important. Je suis Samir Takzout, directeur général de Rightinov, qui est une filiale de développement technologique de Cevital. Voilà, pour ma carrière, je pense qu'on en a déjà discuté. J'ai fait toutes mes études en Algérie, l'ingénierat et le magistère à Babzouar, à l'USTHB, et le doctorat au niveau de l'école polytechnique de l'Harrach d'Alger. Pardon. Après, j'ai travaillé au CDTA pendant jusqu'en 2000. Puis je suis allé à Ottawa où j'ai travaillé à Zarling Semiconductor jusqu'en 2010, hein, toujours dans la R&D, donc toute la carrière je l'ai faite dans la R&D. En 2010, je suis revenu en Algérie où j'ai enseigné un petit peu à l'université de Béjaïa, mais je suis retourné au CDTA où j'ai travaillé en tant que directeur adjoint puis directeur. Et en 2016, j'ai rejoint Civita. Donc, pour cette présentation, Atakun Saha, c'est un sujet vraiment très important, très critique, notamment en cette période. Il a toujours été important dans les faits, mais pour cette période que nous vivons, il est vraiment critique. Et c'est vrai que c'est normal qu'un incubateur s'en occupe. Pourquoi? Parce que si nous favorisons la création et la dynamique de la recherche, développement et innovation au niveau des entreprises, donc à l'intérieur des entreprises ou en annexe aux entreprises, à côté des entreprises, si cette dynamique existe, c'est clairement un boost pour absorber l'innovation des startups, pour faire fonctionner les incubateurs, pour faire ce travail, pour favoriser justement la création de la R&D, notamment pour l'industrie, pour les entreprises industrielles, ou là en complément aux entreprises industrielles, euh, je vais essayer de répartir la responsabilité de faire ça en trois. Donc, euh, les impératifs qui incombent au pouvoir public, au gouvernement, et puis les impératifs qui incombent aux entreprises elles-mêmes, industrielles, et les impératifs qui incombent aux porteurs de solutions que nous sommes pour justement compléter la checklist, je vais dire comme ça, la checklist qu'il faut entreprendre pour faire favoriser cette création et le management de la recherche, développement et de l'innovation. Alors, je terminerai par donner, pour concrétiser un petit peu, pour aller dans le concret, je vais donner un petit peu des recommandations pour initier la création de départements recherche et développement dans ce genre d'entreprise. Et pour, toujours dans la logique de concrétiser, je vais lister un petit peu comme ça des produits, des services qui ont été réellement donc déployés, réalisés avec des équipes locales, un petit peu pour dire que ce qu'on est en train de dire est réel, est réaliste et réalisable. Voilà, c'est des choses qui ont été même faites, donc c'est bon. Donc ça va aller dans ce sens. Voilà. Donc le premier point, comme j'avais dit, il s'agit de l'économie de la connaissance. Dans les faits, toutes les économies ont de la connaissance. Donc, la connaissance existe dans toutes les économies. Ce qui est particulier à ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, c'est le fait que les facteurs de croissance, les profils des gens, sont basés sur la connaissance. Allez, il y a l'idée, en fait, elle est basée sur les idées, sur l'imagination des gens, sur la recherche, donc c'est sur l'innovation, sur l'initiative, sur la proposition d'options, la proposition d'idées. Donc, quand une économie, quand une industrie est basée sur ces concepts-là, ça devient quelque chose qui va dans l'économie de la connaissance. Donc, par évidence, la recherche, développement et l'innovation devient une évidence dans cette logique. Si l'innovation, si la recherche de solutions particulières pour répondre à des besoins, pas seulement en faisant des choses répétitives, programmables comme le montage, qui est quelque chose qui peut se faire par une machine, donc tout ce qui est programmable, on devrait arrêter de condamner les humains de les faire, parce qu'on peut les faire, on peut les programmer. Donc, dans ce sens, la recherche, le développement, l'innovation devient une évidence. Voilà.
Je voulais, alors, ceci est une réalité, mais c'est aussi une nécessité. Je vous montre ici d'après une étude dont je donne la source ici dans le slide. Vous pouvez voir dans les S&P 500, les 500 meilleurs dans un certain sens entreprises des États-Unis. En 1975, l'actif intangible, l'actif intangible de ces entreprises ne constitue que 17%. Donc le reste de leurs actifs sont des choses matérielles. D'accord? Donc 83% de leurs actifs, c'est quelque chose qu'on peut compter, c'est des choses tangibles. Alors, regardez, en 2015, je n'ai pas les statistiques, les chiffres pour aujourd'hui, ça doit être encore plus significatif. Alors, en 2015, plus de 80% des actifs de ces entreprises, de ceux qui sont classés parmi les 5, dans les 5 S&P 500, plus de 80% de leurs actifs, c'est des IP, c'est des propriétés intellectuelles, c'est des actifs intangibles, c'est des brevets, etc. Donc tout ce qui est intangible. Pour vous dire combien aujourd'hui, et vous pouvez voir sans regarder ces études, vous pouvez voir que ceux qui font le plus gros, ceux qui ont les plus gros chiffres d'affaires, ceux qui font les plus gros revenus, ce sont les compagnies de la data. Donc c'est Google, c'est Amazon, c'est les gens de la data qui utilisent, basés sur la data et l'intelligence artificielle, sur en fait les choses intangibles. Voilà, donc pour vous donner un petit peu la tendance aujourd'hui. Et ceux qui ont déjà pris ce chemin il y a 30 ans, il y a 20 ans, ils sont évidemment en avance, la Corée du Sud, le Singapour par exemple, pour ne citer que ceux-là, parce que ceux-là, ils étaient à peu près au même niveau que l'Algérie. Donc c'est pour ça que c'est bien de regarder ce qu'ils ont fait, de regarder leur cheminement un petit peu dans le détail. Et alors, il y a 30 ans, il y a 20 ans, peut-être qu'il y avait encore des choix, il y avait encore une chance hein, pour retarder Chouïa, essayer de trouver des options avant de s'investir entièrement dans cette économie. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus le choix parce que les technologies arrivantes, ce que nous sommes en train de faire, les entreprises essentielles, les entreprises leaders dans le monde, sont dans cette économie. Donc, il y a aucun, ou bien vous allez dans cette économie, ou bien vous adoptez, vous entreprenez de travailler dans ces technologies, ou bien vous allez les subir. Donc, c'est pour ça que c'est très important de parler de ça et de dire aussi, parce que pour revenir à notre sujet, bon, c'est un argument très important par rapport à la nécessité de mettre en place, d'établir, d'activer la dynamique de la recherche, développement et de l'innovation pour nos entreprises. Pour, alors, euh, pour discuter, pour donner un petit peu l'état, parce qu'on avait dit cas Algérie, pour discuter de notre état, je vais utiliser le cycle d'ailleurs de création de la richesse, ce cycle qui va de l'investissement pour faire de l'éducation, hein, pour faire des écoles, pour éduquer les gens, pour échanger de la connaissance, pour créer de la connaissance à la création de la production scientifique, des livres, des articles, des cours, etc., les choses avec moi qui se font beaucoup plus dans les universités, mais ils se font aussi par d'autres, mais c'est l'université, c'est le milieu académique qui les fait. Après, ce cycle-là, dans la normale, il va vers la création de produits, de services, yeah, pour alimenter l'économie et pour créer de la richesse. Donc, une partie de cette richesse devient de l'argent, devient de l'investissement, et le cycle continue. Et c'est comme ça que ce cycle-là, quand il est bien entrepris, bien entretenu, maintenu, ce cycle-là donc a donné déjà donc des sociétés, des résultats très clairs et très intéressants que vous pouvez voir dans les sociétés qui ont réussi, notamment dans l'économie de la connaissance dont je viens de parler. Alors, ceux qui entreprennent bien ce cycle-là, en fait, ils ne se suffisent pas aux résultats, à leur propre output, mais en fait, ils essayent d'attirer de l'apport de l'extérieur. Donc, à tous les niveaux, dans toutes les phases, toutes
les phases de ce cycle-là, vous allez trouver que les sociétés aux États-Unis, au Japon, ils sont très proactifs pour attirer des étudiants, pour attirer des enseignants. Ils sont très proactifs pour attirer aussi des chercheurs, des diplômés, des ingénieurs, des développeurs. Vous avez vu que Silicon Valley, par exemple, ou Canada, au Canada, c'est des régions multinationales où peut-être qu'il n'y a pas une vraiment la crème qui existe sur la Terre. Donc, et évidemment, il y a aussi, on peut, avec tous les résultats qu'ils peuvent obtenir avec ces apports, en plus, ils attirent aussi des entrepreneurs, ils attirent aussi ceux qui peuvent alimenter encore plus leur économie. Et là, très rapidement, vous pouvez voir que, alors, dans les pays où ce cycle-là fonctionne bien, il y a le besoin, il y a la proactivité pour créer, pour avoir de l'apport de l'extérieur. Alors, ceux qui se ferment ou ils ont des réglementations qui interdisent l'apport externe, qui maintenant, comme nous, par exemple, des centres de recherche, vous pouvez pas, si vous n'êtes pas algérien, vous ne pouvez pas travailler dedans, ou là, à l'université, il y a aussi des restrictions dans ce sens. Ça serait très difficile, si on ne changeait pas ça, ça serait très difficile de rivaliser après, d'être vraiment, de faire de la compétition dans l'économie, qui est basée sur la haute technologie ou sur la connaissance. Donc, euh, je vous demandais de vous rappeler une chose, d'avoir dans l'esprit une chose, c'est la nécessité de faire de l'intégration quand on sort, quand on sort du milieu académique vers le milieu professionnel, vers le milieu industriel, si on prend le sujet de notre présentation. Donc il y a toujours ce besoin de faire de l'intégration. D'accord? Alors ça peut être une intégration systématique, donc il y a dans les processus de développement au niveau de l'académie, des universités, dans les processus de recrutement et de développement au niveau de l'industrie, il y a donc une démarche comme ça qui fait en sorte à ce que le développement de produits, le développement de prototypes fait en sorte que cette intégration du monde académique au monde industriel soit plus souple, plus smooth. Je dirais même logique. Ça va en soi, comme on dit. Et, et alors, si on revenait à notre cas, donc il y a ce manque-là d'intégration qui commence à être un petit peu repris avec la dynamique des startups, avec cette conscience qu'il faut créer le business de la technologie. Il y a un démarrage dans ce sens, donc ça commence à être entrepris. Euh, mais dans les faits, si je devais regarder l'état dans lequel nous sommes, vous allez voir que, en fait, comme il n'y a pas de recherche, développement, de l'innovation à notre sujet d'aujourd'hui d'une manière prépondérante, d'une manière importante, consistante, au niveau de l'industrie, au niveau des entreprises qui font de l'industrie, il y a une coupure pour l'utilisation et pour l'intégration des compétences qui sortent du milieu de l'académie vers le milieu professionnel, le milieu industriel. Et cette coupure-là fait que, évidemment, même si il y a, le cycle continue, la vie continue, mais le fait qu'il n'y ait pas le récipient le récipient qui absorbe, qui reçoit, qui absorbe les innovations, qui absorbe la vocation de ces compétences qui doivent faire des produits et du service, qui ne vont pas rester dans l'académie ou les faire autre chose. Qu'est-ce qui arrive? Évidemment, il y a une déperdition de ces compétences vers des milieux, vers des écosystèmes qui sont favorables à les recevoir. C'est clair. Si vous n'avez pas, vous, les récipients, l'absorption de l'effort et des tentatives, des initiatives pour la recherche des produits d'innovation, c'est évidemment vous aiguiller d'une manière systématique toutes ces compétences-là, où c'est disponible, là où c'est favorable, justement. D'accord? Et partout, bien sûr, même au niveau, quand les gens vont au niveau international, ils vont dans les meilleurs pays ils font aussi une intégration. C'est très important de parler de cette étape-là. Je vais vous dire pourquoi. Il leur faudra, vous allez trouver que pour beaucoup, ceux qui sortent des universités, ils vont en Occident, mais ou là en Asie, ou là pour travailler au niveau de la high-tech, il y a tout, ou bien ils refont certains diplômes,
et les rares personnes qui vont dans l'industrie directement, ils subissent quand même une certaine intégration. Voilà, en d'autres occasions. Comme j'ai dit, comme la vie continue et que l'Algérie a un certain minimum de moyens, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On importe quand même, on importe toujours, hein, vos téléphones, vos caméras, tout ça, c'est des résultats, c'est des produits qui résultent de l'activité, de la recherche des fonds et de l'innovation, entre autres. Mais pour beaucoup, de la recherche des fonds et de l'innovation. Donc nous, en fait, on importe ces produits-là. Et dans les faits, quand vous regardez bien, vous allez voir que, en fait, on paye du service de la recherche, développement et de l'innovation d'une manière indirecte dans les produits faits, dans les produits finis que nous importons, nous payons cette recherche, développement et de l'innovation. Donc, on investit pour former des ingénieurs, on investit pour former des compétences qui puissent prendre en charge et puissent s'intégrer dans le milieu de la recherche, du développement et de l'innovation. Et puis, malheureusement, ils vont ailleurs et nous payons, si on devait schématiser un cas ou la simplifier, nous payons même le travail que font ces gens-là, que nous formons dans des produits finis à coût très fort. Alors, pour ce slide, euh, ce que vous voyez ici en rouge pour la dynamique des startups, c'est juste pour symboliser la dynamique qui existe aujourd'hui. Donc, il y a de la dynamique que vous vivez, hein, dans laquelle vous participez très activement, comme ça d'ailleurs. Il y a donc une dynamique de la création d'entreprises qui fait des produits technologiques, qui font des produits technologiques, la création d'incubateurs justement pour un petit peu rajouter des maillons à cette chaîne, à l'écosystème. Et c'est bien, c'est très positif. Et c'est une nécessité. Donc il faut faire ça. Les jeunes qui sortent, qui voient ce qui arrive ailleurs et qui ont de l'ambition, qui ont du potentiel, comme vous. Donc il est très important que cette dynamique démarre et qu'elle aille avec la vitesse qu'on voit aujourd'hui, mais peut-être même un peu plus. Seulement, il faut faire attention, cette dynamique qui est en train de monter monter des compétences, monter aussi les gens en compétences, en expérience, les gens qui créent des entreprises, même quand elles ne marchent pas bien, mais ils deviennent plus aguerris. Yeah. Et ceux qui font des prototypes, même s'ils se rendent compte qu'en fin de compte, c'est juste un prototype, ils ne peuvent pas y aller en produit, ils deviennent plus aguerris. Donc cette dynamique, elle nous fait avancer. Avec le menchar que j'ai mis, là où ça ne coupe pas complètement la sortie avec du milieu académique, ça coupe pas les ponts. Donc il y a un pont comme ça vers des propositions, des initiatives, des propositions de comment faire de la valeur pour aller plus loin, pour vraiment changer les choses. Seulement, j'attire votre attention vers une chose, c'est que si l'industrie, c'est le sujet de la présentation que vous m'avez demandé, donc si l'industrie et d'autres secteurs n'absorbent pas les résultats de cette dynamique, n'absorbent pas le travail de ces startups, de ces entreprises de développement technologique qu'on ne sait pas vraiment des startups. S'il n'y a pas s'il n'y a pas cette absorption, s'il n'y a pas l'écosystème minimal qui va travailler qui va faire travailler, pérenniser cet effort-là. Alors, la déperdition va continuer. Et le problème est que ça va continuer avec des jeunes qui sont encore plus aguerris, qui sont encore plus formés. Avant, on s'est dit, alhamdoulilah, on a eu des universités, même avant beaucoup de pays, hein, qu'on a lancé l'éducation pour tout le monde, l'université, et ça a servi beaucoup, dans beaucoup de cas, c'est pas complètement, mais dans une grande partie, ça a servi beaucoup d'autres sociétés. Aujourd'hui, cette dynamique, si on ne fait pas attention, si on complémente pas, on finit pas l'œuvre, tout le travail, on ne met pas toutes les pièces du puzzle, eh bien, c'est jeune. Il va y avoir encore, en fait, il y a déjà. Moi, je le vois dans notre compagnie. Dès qu'un ingénieur il devient du niveau intermédiaire ou un peu plus, hein, avant même de devenir un senior, il est ou bien utilisé comme freelancer en Algérie, ou bien il est invité pour aller ailleurs. Et ça, ça fait mal encore. Donc, on n'est pas rentré dans un business
cohérent, qui utilise vraiment toutes les compétences, qui utilise tous les facteurs, toutes les conditions de réussite. En fait, on va continuer le cycle, comme vous voyez dans ce slide, le cycle va continuer le cycle négatif dans le sens où on fait de la déperdition, nous on continue d'acheter des produits finis ou alors des produits presque finis pour lesquels on ne fait que du montage et, 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 et nous perdons donc peut-être qu'on paye un peu plus parce qu'on fait tout l'effort, tous les investissements pour créer des incubateurs, pour créer des startups. Après, ces startups-là, si elles ne trouvent pas de preneurs, ou alors, mais il n'y a pas que les startups, même les PME, PMI qui font donc développement technologique, s'il n'y a pas de preneurs, ils vont encore aller individuellement ou là en groupe, ils vont encore y aller ailleurs. Donc, l'option pour nous, c'est vraiment de faire partie de l'écosystème locaux et globaux où on ramène de la valeur. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire non seulement de continuer cette dynamique d'aider les jeunes, de faire des startups, créer des fonds ou combiner des fonds pour aider les gens à monter des entreprises, à proposer des solutions, à proposer de vrais produits, mais aussi, il faut qu'il y ait que les autres s'impliquent, que les entreprises existantes, notamment les plus grandes, s'impliquent et vont franchement vers la création de la recherche, développement et de l'innovation. Voilà. Je commence la présentation par donner ce gros argument. En fait, c'est une nécessité, comme j'ai dit, parce que si on n'a pas ça, on a l'autre phénomène qui est l'accélération dans la déperdition de compétences et de valeurs. Donc, en fait, on continuera à faire du partenariat, on continuera à acheter de l'étranger, c'est normal, mais le travail, mais l'échange serait autre. Il serait du win-win. Nous, on fait du développement, on vend et on évolue, et on achète sur d'autres qui, eux aussi, font du développement des produits, ils évoluent. Donc, c'est le cycle positif pour tout le monde. Voilà. Et là, le cycle là que j'avais commencé, il serait complet. Donc, on serait dans un cycle normal où on fait de l'investissement pour l'éducation, pour la création de la connaissance, pour la création de résultats scientifiques qui aideraient, qui contribueraient, enfin, pas seulement notre pays, l'humanité, pour contribuer dans ça, mais aussi pour faire en sorte parce que ça marche pour nous, même au niveau économique. Voilà. Les avantages favorisant par eux-mêmes la création de la recherche, développement et de l'innovation pour l'industrie, pour plein de choses, mais pour l'industrie essentiellement. Il y a d'abord le fort potentiel de ressources humaines que nous avons. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sortent des universités ou des centres de formation professionnelle, qui sont compétents, qui rapidement, justement, après, on va en parler dans d'autres slides, dès qu'il y a une intégration bien pensée, ils sont compétents, c'est pour ça qu'ils sont pris ailleurs, et il y a de la valeur qui sort de ces ressources. Et il y a une chance aussi, le fait qu'on ait beaucoup de jeunes prêts à faire partie de l'aventure, du voyage, il y a aussi beaucoup de jeunes et de moins jeunes à l'étranger qui sont prêts à participer. Et à nous de mettre en place le cadre stratégique et les processus pour les utiliser. Je peux vous donner un exemple. Beaucoup de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, de compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont ou bien en retraite ou bien proches de la retraite. Donc c'est un potentiel. Si on focalisait par exemple pour cette communauté, eh bien je pense qu'on pourrait, c'est un asset, c'est un actif très important en ressources humaines qui peut beaucoup aider. Au niveau au niveau de la recherche scientifique, dans les centres de recherche, dans les labos de recherche des universités, la diversité des disciplines qui sont utilisées, qui sont abordées est très large. Alors, là où il y a une technique, là où il y a un domaine critique, hein, qui met les domaines qui nous arrivent maintenant, que nous allons subir si on les entreprend pas sérieusement, nous avons toujours des labos, des ingénieurs, des enseignements qui sont donnés dans le sens. Vous voyez, c'est un avantage. Et on ne commence pas from scratch. Quand on rentre dans le blockchain, il y a des gens qui ont des profils proches de ce dont on a besoin. Il faut les mettre, si on va en aller vers photonic computing, vous allez trouver qu'il y a des proches, il y a des gens
en Algérie et ailleurs qui sont déjà dans ce domaine-là, qui ont déjà excellé ou là qui sont proches de ces domaines. Et j'aurais pu, il y a les technologies arrivantes hein, rapidement et que nous devons maîtriser. Alors on peut les aborder. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des compétences. Évidemment, même si vous trouvez un domaine où vous n'avez pas de compétences, vous pouvez l'aborder aussi en utilisant des partenaires, etc. Il faut savoir quoi faire, hein, mettre en place le cadre stratégique, le process qu'il faut, la démarche qu'il faut. D'accord? Donc, ça pour les avantages. Et y a aussi un avantage très important sur lequel que vous avez touché un petit peu, où il est très cher à Riyad Hartani de Xona Partners, dans l'événement avec Alger Smart City, dans plein d'autres interventions. Vous pouvez le chercher. Il parle beaucoup de cette opportunité, qui est aussi un avantage. C'est l'opportunité unique historiquement pour les pays émergents d'aborder des technologies très compliquées. Pourquoi? Parce que les plateformes ouvertes, open platforms, et d'autres possibilités, l'Internet, possibilité d'avoir de l'information, les possibilités de développer, de coopérer, c'est unique. Hein? La révolution industrielle, ouais, c'est le Sénégal, par exemple, l'Algérie, il n'avait pas accès à la technologie pour la révolution industrielle. Aujourd'hui, tout le monde y a accès. Et vous n'avez même pas besoin de tout le cumul technologique que l'humanité a eu pour être dans la technologie aujourd'hui. Donc, c'est le leapfrog. Vous pouvez, you can skip steps, vous pouvez éviter, sauter des étapes et arriver quand même. À peu près, donc, les points, je les ai un petit peu cités dans le slide précédent. Donc, c'est une chance aujourd'hui d'être dans cette ère. Mais il faut faire attention, cette ère peut changer aussi. Hein. Le fait de faire de la recherche sur Google d'une manière gratuite, tous les films gratuitement, les documentaires gratuitement, ça peut changer. Il y a d'ailleurs George Gilder, qui n'est pas d'accord avec ça. Il considère que c'est une approche communiste pour lui-même. L'ère Google pour lui, After Google Era, un titre qui va dans ce sens, où il argumente comme quoi c'est un capitaliste dur, il argumente comme quoi l'ère que nous sommes en train de vivre, tel cloud, tel Google Air, Google, doit être changée et elle va être changée. Et elle va être prise plutôt par d'autres paradigmes qui est le paradigme du blockchain. Et il est possible que un document, ça ne serait pas aussi gratuit qu'aujourd'hui. D'accord? Enfin, gratuit entre guillemets, hein, mais la gratuité que nous avons directement quand on utilise aujourd'hui l'Internet, elle peut changer. Donc, l'opportunité que nous vivons est une chance et est une opportunité qu'il ne faut pas rater, il faut s'y mettre. Très bien. Donc voilà, Hadi, c'était pour un petit peu mettre le décor. On a parlé de l'économie de la connaissance, la nécessité d'y aller, d'être dedans, et aussi le cas Algérie, que nous sommes clairement en retard maintenant, mais on a beaucoup de chances d'embarquer dans le sens où nous avons beaucoup d'avantages, nous avons beaucoup de facteurs qui peuvent nous aider à la réussite. Comme j'avais dit dans l'introduction, donc, alors, pour y aller, pour favoriser, répondre au titre de la présentation, pour favoriser la création, le management de la recherche et de l'innovation, à l'intérieur même des entreprises ou là, à côté des entreprises, au bénéfice des entreprises. Donc, le premier responsable, ce sont les pouvoirs publics. Les premiers responsables. Donc, le premier responsable pour activer, faciliter, to enable cette dynamique, c'est le gouvernement. Alors, c'est ça que je vais montrer maintenant. Après, là, je cite quelqu'un d'autre. J'avais dit Riyad Hartani. C'est bien que celui qui voit cette présentation voit aussi les présentations, les documents de Riyad Hartani, mais aussi dernièrement dans les assises sur l'économie de la connaissance et sur YouTube aussi avec Silicon Valley Mubashir, le professeur Mustafa Kemal Toumi a donné une très bonne introduction à ce sujet, au sujet similaire. Donc il a beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir une vision, d'avoir l'intention, d'être déterminé. Je ne peux pas répéter tout ce qu'il a dit, et je ne peux pas être aussi brillant que lui de toute façon, mais
Je vous recommande de regarder ça. Euh, il a abordé dans ces deux présentations une bonne partie des aspects subjectifs. Et c'est vrai, les aspects subjectifs sont nécessaires. La détermination, savoir où aller ou souhaiter où aller, elle doit être là avant même de parler de tous ces sujets-là. Donc voilà, c'était pour vous dire quelque chose qui n'est pas loin de ça, c'est la bonne gouvernance. Alors, il en a parlé d'ailleurs dans ses présentations. Alors, la bonne gouvernance au sens développement technologique, mais aussi la bonne gouvernance en tout, en politique, en économie, en organisation des entreprises, des agences, tout ça est une nécessité pour que ça marche. Alors, les autres points, je ne vais pas y aller point par point, mais je vais vous laisser la présentation. Alors, l'établissement de l'écosystème technologique avec des programmes déterminés, avec l'encouragement sur le plan de la réglementation, ou je dirais même l'exigence sur le plan de la réglementation, que les entreprises, que les entrepreneurs maîtrisent leur chaîne de valeur. Pardon. Qu'ils maîtrisent, pardon, qu'ils maîtrisent leur chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que quand vous maîtrisez votre chaîne de valeur, on va le voir après, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous devez acheter, qu'est-ce que vous devez développer. Vous allez savoir comment vous allez devenir un petit peu indépendant des grandes tendances, de l'état de l'état des faits, de la fatalité que les gens, dans laquelle les gens se sentent. Voilà ce que je suis en train de faire, je regarde bien ce qu'il y a et comment je fais pour que ça aille dans le sens de mon business. Donc, la réglementation, c'est dans l'intérêt des business, de toute façon, des entreprises, mais la réglementation doit aller dans ce sens, doit aller dans le sens de l'encouragement, de la maîtrise de la chaîne de valeur du développement et du développement interne et de l'innovation. C'est très important. Et là, je cite les grandes, c'est les grandes institutions que j'appellerais comme ça, l'organisation, qui constituent des écosystèmes et qui ont donné beaucoup de résultats. Le Catapult en Angleterre, ou le MIT Massachusetts les États-Unis, ou le Fraunhofer l'Allemagne. Donc vous pouvez voir MIT toute seule, si elle était un pays, il y a des études qui montrent ça, je l'ai dans d'autres présentations, si elle était un pays, elle serait classée parmi les 10 premières ou les 11 premiers pays par rapport au PIB qu'elle génère. Donc par rapport en regardant toutes les entreprises qui sont créées à partir de MIT, donc en regardant la valeur qu'elles ramènent, la production entre guillemets qu'il ramène, vous verrez qu'il est encore mieux classé que certains pays européens, etc. Voilà. Donc, dans ces impératifs, hein, les exigences que le gouvernement qui incombent au gouvernement, il y a aussi, il y a un point très important, en dehors de la route à dire, c'est la stratégie, hein, la vision aussi. On doit savoir chaque phase où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va être aussi. On avait parlé des compétences qui sont à l'étranger, qui ont déjà été utilisées par des gouvernements. Justement, la Mustafa Kemal Toumi ou la Riyad Haqqani que je viens de citer, tous les deux, ils ont travaillé à des niveaux gouvernementaux pour des entreprises très importantes. Donc, les compétences humaines, il faut les solliciter professionnellement. Pour ne pas leur demander à chaque fois des séminaires ou faire partie d'un comité scientifique ou la Douga, c'est bien, c'est pas interdit de faire ça, au contraire. Mais ça, il faut les solliciter professionnellement pour monter avec eux, comme ils l'ont fait dans d'autres pays, pour monter avec eux les stratégies et aussi, pas seulement les stratégies globales, mais aussi les démarches d'exécution de ces stratégies. Voilà. Donc, en gros, il y a plusieurs points que je ne vais pas lire un par un. Ça, les critères, hein, la checklist que j'ai listée ici, doit être entreprise par le gouvernement pour que ça marche. Par exemple, l'établissement de programmes nationaux, l'établissement de priorités pour que focaliser ou forcer, hein, on peut le dire, les centres de recherche, les labos pour travailler pour les priorités nationales, c'est une chose à faire. Il y a un point très important, c'est le contrôle, le suivi des programmes en cours, des initiatives en cours. Avec Hanaya, quand vous regardez bien
les, les entreprises ou les chefs d'entreprise ou les chefs de centres de recherche, ou là, vous verrez que à cause de la réglementation, ils ne prennent pas beaucoup d'initiatives, comme ce matin, les dangers qu'il y a à se tromper, mais ils sont c'est normal aussi qu'un gouvernement ait des réglementations qui soient sévères contre la corruption, contre ce genre de problème. Ça, il doit y avoir aussi une démarche de contrôle et de suivi par rapport à l'exécution des programmes. Quand un programme ou une initiative elle est en cours, elle ne doit pas s'arrêter sans être clôturée. Ou bien on l'a fini, ou bien on la clôture parce qu'on ne peut pas terminer le programme. Ça, on ne peut pas l'arrêter d'une manière euh, sans qu'on soit questionné sur ça. Et ça, c'est une responsabilité des pouvoirs publics. Alors, le deuxième responsable aussi, hein, pour lesquels, qui a aussi des impératifs euh, qui lui incombent, ce sont les entreprises industrielles. Et pour ça, j'ai commencé par montrer l'image la chaîne de valeur de Harvard Business Review. Et cette chaîne de valeur, elle existe, la représentation, elle existe depuis 30 ans. Ça, en fait, ce qui est bien, c'est que celui qui l'a fait est vraiment un génie parce que même si quand vous changez les types d'entreprises, quand vous changez les choses, vous pouvez toujours mettre ce dont vous parlez, l'item dont vous parlez à l'intérieur. Donc c'est vraiment bien fait. Là, on est en train de parler du développement technologique. Pourquoi est-ce que je l'affiche? Parce que on a parlé de la nécessité de maîtriser sa chaîne de valeur. Il faut toujours se demander, sur le plan technologique, c'est le sujet d'aujourd'hui. On aurait pu toucher à d'autres sujets, mais ça aujourd'hui, pour le développement technologique, pour l'aspect technique de ce que j'achète, comment est-ce que je l'aborde? Quel est mon avenir dans ce domaine? Comment je me comporte par rapport à ces... Si je fais juste des opérations commerciales, j'achète une machine, j'achète un train, je l'utilise et c'est tout. Non, je regarde les aspects techniques qu'il y a avec le train, qui vont avec le train, sa connectivité, sa sécurité, son évolution, son prix par rapport aux matériaux, aux techniques qu'il y a dedans. Quel est leur avenir pour moi? Je me pose la question. Si j'étais la SNTF, je me pose cette question. Si j'étais un développeur ou là, une usine de développement de tôle, ou là, je me poserais cette question. Donc, il doit y avoir le concern, le souci d'aborder tous les points de la chaîne de valeur. Et je peux me dire, non, je l'achète, de l'aspect, je l'achète. Oui, je peux pas, c'est mieux pour le business ou pour le pays. Ça dépend chacun à son niveau, il peut décider. Mais on ne peut pas ignorer la chaîne de valeur et avancer. Je peux vous donner des exemples très clairs où des machines, il y a des gens qui ont acheté des machines industrielles et quand vous allez dans le détail, vous les questionnez, les gens ils savent même pas que les données, parce que ces machines sont connectées, sont utilisées par leurs fournisseurs. Et ces données-là, elles valent plus que la machine dans les faits. Ils savent même pas que ce qu'ils produisent tous les jours est pris, leurs recettes, tout ce qu'ils ont dans la machine, ce que fait la machine, elle est prise, la donnée est prise par leur fournisseur de la machine. Donc même si quand ils tombent en panne, donne-moi l'accès pour que je la machine. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas la chaîne de valeur qui leur donne le contexte et qui les mettent dans une position de négociation, dans une position de comprendre tous les tenants et les aboutissants qui les font gagner pour leur business. Alors, ici aussi, similairement à ce qu'on a dit pour les pouvoirs publics, il doit y avoir une bonne gouvernance dans les entreprises. Très, très important. Les entreprises, les institutions de la fonction publique, généralement, la gouvernance, elle se fait par l'autorité. C'est toujours l'autorité qui passe. Il y a une autorité, c'est eux qui dictent. En gros, je parle pas de toutes les agences, de toutes les institutions. Je parle en général, on n'a pas une bonne gouvernance et cette bonne gouvernance favoriserait beaucoup la recherche, développement et l'innovation, ça favoriserait tout, mais la recherche, développement et l'innovation. Pourquoi? Parce que être dans un microcosme qui fonctionne, dans un écosystème qui fonctionne, fait en sorte à ce que les gens solliciteraient d'une manière presque systématique l'innovation, la recherche et le développement. Alors ici aussi, donc il y a
les nécessités d'établissement des stratégies de l'entreprise, l'adoption d'un modèle de développement très important. Alors, un chef d'entreprise doit se dire quel est mon modèle de développement? Comment, sur tous les plans, sur tous les axes. Alors, particulièrement sur le plan technologique, ce que je viens de dire. Alors, vous allez trouver dans le monde des compagnies qui n'ont pas beaucoup de centres de départements de recherche-développement qu'ils aient créés eux-mêmes. Un modèle, on va se baser sur les acquisitions. Dès qu'il y a une start-up qui travaille dans mon domaine, je l'acquiers. C'est le développement تاعي. Je vais créer from scratch, je forme des gens, j'essaye des choses. Non, j'attends. Moi, mon business, il marche bien. Je regarde. Dès qu'il y a une petite équipe de l'université, je négocie pour lui faire un spin-off. Si c'est une start-up, j'essaie de l'acquérir. C'est mon modèle. Ou d'autres, non. Ils disent non. Je crée la R&D from scratch. Type de jeunes, comme on a fait dans l'IT Nov. Je fais des cursus de formation intelligent et je garde la confidentialité de ce que je fais. Ou quand il développe le mix, quand il crée sa R&D, il fait de l'acquisition. Oui, donc il y a des modèles. Alors, quand on ignore cet aspect-là, donc vous ne pouvez pas rivaliser à long terme parce que d'autres sont en train d'utiliser les facteurs pour gagner. Et vous êtes en train de faire juste du commerce et à un certain moment, vous allez sortir ça va être hors jeu. Voilà. Ici aussi, pour la sollicitation professionnelle des compétences, comme j'avais dit pour les pouvoirs publics, ça s'applique aussi ici. La détermination de l'apport du développement interne dans la chaîne de valeur, très important. Il y a un point aussi, la communication qui mène tout à Open Innovation. Alors, la communication des plans futurs, des besoins, des objectifs, constitue des opportunités d'affaires pour les jeunes. Qui dit quoi je ne peux pas tout le temps faire les poignées, les bus, on ne peut pas continuer à toujours acheter. Yeah. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'autres, quand ils savent qu'ils connaissent vos plans en matière d'acquisition de pièces, ils connaissent qu'est-ce que ça coûte, eh bien, c'est une opportunité. Celui qui sait faire du design mécanique, il va regarder qu'est-ce qu'il va faire dans le transport. Parce qu'il connaît, parce que vous avez ou bien officiellement appelé à de l'open innovation, ou du moins vous avez fait en sorte, là où vous avez confiance, vous avez donné vos plans d'une certaine manière pour que les gens s'inscrivent dans votre logique et vont vous éviter des approvisionnements. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a une chose importante en ce qui nous concerne maintenant, c'est le risque à prendre en sollicitant d'une manière volontariste les startups, ceux qui proposent des solutions technologiques. Évidemment, les réglementations ou l'esprit des gens, ils comparent les jeunes, les startups nous-mêmes, ceux qui proposent des solutions, ils les comparent à ce qui s'offre dans le monde. Alors, si vous ne les comparez pas comme il faut, vous ne faites pas les bonnes pondérations, ils gagneraient jamais, ils feraient jamais ils auraient aucun marché. Parce qu'il y a des compagnies qui font exactement la même chose que ce que nous faisons, mais qui ont des chiffres d'affaires de 12 milliards de dollars par an, qui ont des solutions déployées sur tous les continents, et la akhéré. Donc, alors, si c'est ça la compétition, jamais on vendra quelque chose. Alors, si on est assez intelligent, il y a un peu de volontarisme aussi, il y a un peu de risque, parce que un groupe de jeunes qui n'est pas mature, bien sûr qu'il y a un peu de risque à travailler avec lui. Mais s'il vous propose quelque chose qui a l'air de marcher, quand vous avez des critères de validation, ça marche, eh bien, il faut le prendre. Il faut chercher ces gens-là. Et c'est comme ça qu'on peut démarrer. Il y a l'autre chose, c'est l'investissement. Au lieu d'avoir des plans juste, des plans d'achat et d'approvisionnement, une partie de l'argent qui va être consacré à ces investissements, pourquoi ne pas investir dans ces entreprises justement, dans ces startups, dans ces incubateurs, dans les entreprises, les PME, PMI qui touchent au développement. Voilà. Donc il y a ces aspects-là qui sont très importants. Je montre ici un plan, donc une roadmap que j'ai pris qui est réelle. Hein. On a pris Burke dans un certain angle de vue, en enlevant les noms des vrais projets, etc. Et là, j'ai mis en évidence, comme vous voyez ici, j'ai mis en évidence la mise en évidence du plan d'approvisionnement. C'est exactement ce que je disais. Alors, si
Quand quelqu'un il vous dit, Anaya, je ne peux pas aujourd'hui aller chez une start-up, lui dire, donnez-moi, par exemple, mettez-moi le système de connectivité du tramway. Parce que c'est pas possible. Je l'achète déjà, j'ai un contrat, etc. Ou là, même si mon contrat, j'ai plus de garantie, je peux le trouver en Chine, ou là, en Inde, ou là, quelque part. C'est vrai pour demain, c'est vrai. Pour demain, changer un cas, quelque chose qui est déjà fait, que vous pouvez trouver on the shelf, que vous pouvez ramener sur l'étagère de l'Inde ou là, c'est difficile de changer. Mais dans 4 ans, si vous dites que j'ai besoin de ça dans 4 ans, ça, vous pouvez le développer. Vous-même, à l'intérieur de l'entreprise, ou alors avec ces jeunes-là. Prenez les équipes qui sont les plus proches, où là, il suffit de le dire. Regardez mon plan, je vais faire un grand investissement, je vais mettre de la connectivité, je vais mettre de l'intelligence, je vais mettre du design mécanique, je vais mettre ceci, cela pour mes systèmes de transport, par exemple. Eh ben, si les gens savent ça, et ils ont 4 ans devant eux, ils ont 2, 3 ans devant eux, eh ben, c'est des opportunités pour eux. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important de mettre sur table. Et tout le monde, hein, quand vous rencontrez des chefs d'entreprise, tout le monde, il a une roadmap dans la tête. Il vous dit, ouais, sur une ligne, après on va dupliquer la ligne, après on passe à un autre produit. Donc, il y a la roadmap, elle existe dans la tête. Donc, il faut la mettre sur papier et challenger les gens et challenger les jeunes, challenger les porteurs de solutions. Voilà où est-ce que je vais, dis la solution. Ça, c'est très important à mettre en place. Et l'histoire, les incubateurs qui essaient de faire le pont entre les startups et les entreprises, c'est un petit peu ça. Donc les challenges de Open Innovation, ça répond vraiment à ce que je suis en train de dire. Là, la SNTF, pour Naqltech, qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans? Comment vous allez évoluer techniquement dans 5 ans? Où est-ce que vous allez y aller? Que ce soit le lighting ou l'automatisation, où est-ce que vous allez? Si nous savons où est-ce qu'on va, les startups de Naqltech vont fly. Ou le SNTF ou l'ETUSA ou là, où est-ce que vous allez et nous on va vous répondre. D'accord? Demain, on ne va pas vous répondre demain, bien sûr. Vous connaissez la peine. Ça, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Si on sait, on va essayer de vous répondre. Voilà. Donc, c'est un sujet qu'on peut, l'open innovation sharing. Ah, on en a parlé en fait, hein, sur partager les plans et tout pour justement faire de la collaboration entre les entreprises et les startups et les développeurs de solutions. Alors, l'autre point, alors les impératifs, alors les porteurs de solutions, c'est pas des victimes. Hein. Il ne faut pas regarder les choses comme ça. Ils ont de la responsabilité pour que ça marche. Quand je dis porteurs de solutions, il y a les startups, il y a les incubateurs, il y a les entreprises de développement technologique comme Lightinov, comme nous. Il y a aussi les laboratoires au niveau des universités. Il y a les centres de recherche. Il y a beaucoup de gens qui sont ici pour apporter des solutions techniques, pour apporter des solutions et qui peuvent aller vers le service ou là, vers les produits. D'accord? Et là aussi, c'est très important et ça manque beaucoup, selon ma petite expérience. Il y a il faut mettre aussi de la bonne gouvernance. Partout, il faut qu'il y ait de la bonne gouvernance. Mais chez le vôtre, d'accord? Partout, il faut qu'il y ait de la bonne gouvernance. Même au niveau des petites entreprises, des petits groupes de laboratoires d'université, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut qu'il y ait une bonne relation, il faut qu'il y ait de la délibération chez l'autorité. Ouais, vous voyez, il y a une démarche comme ça d'organisation par rapport à un projet même. Un projet, il doit avoir une bonne gouvernance. Un projet, mais je sais pas qu'une institution, une structure. Très bien. Établir des stratégies répondant aux besoins des industriels et des institutions utilisatrices de développement technologique. Ça semble évident. Ce point-là, je l'ai mis comme cela, parce que dans les faits, il y a une très très grande communauté de gens compétents dans les universités, dans les centres de recherche, dans le but qui est légitime, un but légitime, de publier des papiers et de passer, de faire de la promotion, hein, d'assistant en classe B vers assistant classe A, etc. Et tous les critères là qui les poussent à devenir comme ça a changé les derniers temps, ça commence à changer, Inch'Allah, vers le positif. Les critères essentiels, ça ne va pas dans le sens du business de la technologie. Et ça ne va pas dans le sens des besoins de l'industrie. Même si on ne sait pas tout, mais on sait déjà
quels sont les sujets critiques qui vont arriver de toute façon. Donc peut-être, est-ce que blockchain, elle va arriver ici? Est-ce que la réalité virtuelle, la réalité augmentée va arriver? On va l'utiliser. Sûr. Qui même est-ce qu'on va utiliser l'Internet ou Donc il y a des choses qui vont arriver. Donc il faut travailler au sens produit, au sens service, mais aussi votre prototype. Et ça, c'est un souci que les porteurs de solutions doivent considérer. Voilà, justement, considérer toutes les dépendances relatives au business, c'est-à-dire c'est la différence un petit peu, le bridge, le pont qu'il y a entre le prototype et le produit. Hein, les gens, ils vous font un prototype, moi, dire que voilà, j'ai un produit, alors qu'il n'a pas regardé d'autres aspects que dont vous vous occupez, comme ça, les aspects juridiques, les aspects euh, euh, les autorisations, le scaling, pour la vendre en volume, mais c'est une autre histoire. Donc tout cet aspect-là, donc quand on le regarde du côté business, on passe à d'autres paradigmes et c'est ça que l'incubateur fait pour les jeunes, mais aussi c'est ce que d'une manière systématique, le porteur de projet doit avoir dans la tête. Ça serait bien, mais il écourte un petit peu le chemin en n'attendant pas qu'un coach le lui dise. C'est ce qu'on est en train de recommander. Alors, on a parlé des roadmaps que les industriels doivent mettre à la disposition, là, du moins là où ils ont confiance, etc. Mais dans les faits, il faut être proactif. Il faut être même quand on ne sait pas, même quand on n'a pas beaucoup d'accès, il faut un petit peu militer pour l'avoir, essayer d'avoir de l'information. Et si c'est ça, hein, ça la réalité des gens. En disant ça, je ne justifie pas le fait qu'il n'y ait pas de bons règlements, ou les industriels ne font pas leur part, on ne justifie pas ça. Mais au niveau des porteurs des solutions, il y a un gros travail à faire sur le plan psychologique, sur le plan de la motivation, sur le plan de l'abnégation, sur le plan de chercher à répondre. Quand tu lui calcules son ROI, le chauffeur dit l'information en 2 mois, il y a 5 personnes qui se passent des Excel et qui chacun introduit un peu d'erreur pour vous arriver. Moi, je vous ramène une solution. Il dit l'information instantanément sur votre smartphone. Est-ce que vous prenez? Et ça vous coûte tant. Vous y payez un centre d'appel, il vous coûte 2 millions de dinars, ou je vous donne un chatbot, il vous coûte tant, 200 000 dinars, ou 300 000 dinars, ou whatever. Et voilà, vous lui calculez son propre ROI. C'est vrai, il aurait pu, lui, le calculer, venir vous solliciter. Il l'a pas fait. Eh bien, moi, je le fais. Je le fais avec beaucoup de patience, de la résignation, hein, pour arriver au résultat. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats au niveau technique dans le monde, dans l'histoire. C'est des individus qui se sont donnés à fond. Donc, il sait pas. Donc, c'est une histoire. C'est un voyage à monter. C'est un voyage à monter ensemble. Ok. Donc, très rapidement, comme chaque point aurait pu être une présentation toute seule, donc, pour terminer de la présentation, il y a une autre partie que je veux aborder, c'est celle de proposer, parce que les recommandations peut-être que tout le monde aurait pu en parler, mais il vaut mieux qu'on termine la présentation, la dernière partie de la présentation, en recommandant comment faire. Je suis un industriel, qu'est-ce que je fais demain? Il faut lui répondre. Donc c'est ça ce qu'on va proposer, comment initier, comment faire en sorte à monter le département de recherche et développement, ou là très franchement, si vous ne voulez pas le monter, aider d'autres, aider des startups, aider l'incubateur à monter pour vous des capacités dont votre domaine pourront profiter. Voilà, la vie, c'est l'incubateur Tech pour lequel je souhaite beaucoup, beaucoup de réussite, pour favoriser la création de start-up ou d'entreprises, appelez-la comme vous voulez, pour répondre à leurs besoins, surtout à moyen et à long terme. Voilà. Et dans pour concrétiser la présentation, c'est comme ça qu'on va proposer une démarche, mais aussi pour mieux encore concrétiser, on va donner des exemples de réalisation en Algérie par des jeunes sortis de nos écoles et qui ont sorti des produits qui sont utilisés par les clients et qui marchent. Pour dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est pas juste de la théorie ou des recommandations, ou des vœux. Non, on va dire voilà ce qui a été fait. Et ce que je suis en train de dire, une partie, dans ce que je viens de dire, il y a une partie qu'on a déjà fait, hein, et il y a d'autres parties qu'on a mal fait et qu'on est en train de recommander. Donc, on va essayer de nous améliorer dedans. Alors,
dans cette dernière partie, on va montrer que c'est une réalité. On peut y aller parce que c'est déjà fait d'une manière très timide, parce que il faut avoir le volume Fanny. Aujourd'hui, dans Raitinov, c'est ce qu'on a dit quand vous étiez venu, on a besoin de milliers, de centaines de milliers de Raitinov pour avoir le nombre critique de développeurs pour répondre vraiment aux besoins d'un pays. Alors, ce qu'on va voir, donc il y a l'état d'esprit favorable à la R&D. J'en ai parlé, mais ça m'a parce que c'est très important. Après les impératifs, mais cette fois-ci pour le département de recherche et développement, mais c'est pour les grands ensembles. Alors l'émission, la structure organisationnelle et comment alors la structure, hein, elle doit être montée, elle doit contenir des humains. Hein. Il faut me dire comment on fait. Je vais y arriver. Après, on va donner des exemples de services de produits qui sont développés en Algérie par des équipes locales et qui ont marché. Je vais donner des exemples dans ça. Très bien. Alors pour l'état d'esprit. Pour l'état d'esprit, très franchement, j'en ai déjà parlé dans la présentation. C'est l'idée, c'est le souci avec de maîtriser, en gros, rapidement, ma chaîne de valeur, de dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Ben, allez, je comprends tout, même si je ne fais pas tout. Quand j'ai une petite équipe, qui soit externe ou interne, allez, c'est le business qui le détermine, mais qui m'aide dans les négociations. Je ne vais pas aller chez le fournisseur et lui demander de me conseiller pour mon business. Le fournisseur, il va vous conseiller de telle manière que ça marche pour lui. Il ne va pas vous conseiller comment que ça marche pour vous. Il faut avoir l'équipe. Quand quelqu'un y va avec cet état d'esprit, il va se dire, je dois avoir au moins 3 ingénieurs qui vont me conseiller dans les aspects techniques. Déjà, on commence à créer l'idée de le développement, de la R&D. Quelqu'un qui maîtrise un peu le domaine et qui va m'accompagner. Quand j'achète les prochains locomotives qu'on va acheter, moi je préfère, Inch'Allah, on les réalise. Ça y est, si à court ou à moyen terme, on va les acheter. Il faut avoir des gens qui connaissent la mécanique, l'électromécanique, la thermodynamique, la connectivité, tout ce qu'il faut pour une locomotive. Je vais prendre des gens qui connaissent ça. Et ça fait partie de mon investissement. Donc, aide le souci là. Bon, ultimement, ça sera votre équipe de l'entreprise. Mais bon, même si c'est pas votre équipe de l'entreprise, c'est 2 startups qui m'accompagnent, je les paye, ou ils maîtrisent le sujet, et voilà du travail pour de Naql Tech. Right? Donc, donc, j'ai dit un petit peu les points à vous mettre dans le mélange, vous pouvez les lire point par point. Donc, l'idée, c'est vraiment de contenir, d'avoir cette capacité, d'avoir l'agilité, de ne pas être coincé. Quand vous écoutez juste le fournisseur, vos acheteurs, ils reviennent, à un certain moment, on est coincé. Vous connaissez le fournisseur, لو كان تهبط الدينار ما حصل يهبط البترول ما حصل alors que quand je maîtrise mon sujet نقدر نحصل toujours bien sûr بصح je suis, je sais ce que je suis en train de faire. J'anticipe ce que je suis en train de faire. Je change, je développe quelque chose, je l'achète. J'achète quelque chose, je le développe. Vous voyez, parce que je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Et le make or buy, le concept, c'est un concept permanent. Il est toujours là à être revu et réappliqué. Très bien. Donc, quels sont les impératifs pour un département de développement? Donc, les impératifs, vous pouvez les prendre comme un checklist. Qu'est-ce qu'il faut? Je vous mets les exigences. Alors, une conduite explicite de la R&D par le business, avec sur lequel on a des départements R&D en Algérie, il y en a ceux qui sont vraiment très bien. Il est quand vous allez acheter des médicaments, vous achetez Saïdal, et c'est pas pour rien, parce qu'ils ont des équipes de développement. Hein, on en est fiers, Alhamdoulilah, c'est parce qu'ils ont des équipes de développement. Donc ils sont capables de rivaliser. Et avec, ce qu'on est en train de dire, si on favorise encore mieux la R&D, Saïdal, est l'une des meilleures belles du monde. Avec toutes les contraintes, ils sont bien. Ils rivalisent. Imagine encore, ils sont dans une situation encore favorable. Vous voyez? Donc il y a des gens qui se rentrent dans le business j'ai cité Saïdal, et il y a d'autres, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Alors, il y a un département de recherche et développement, il y a une équipe de développement. Après, vous ne savez pas ce qui est les relations avec le système informatique, avec l'industrie. Est-ce que c'est l'industrie? Il y a pas, il y a la gouvernance.
il n'y a pas une clarté, hein, une conduite, et donc il doit y avoir une gouvernance claire, et aussi et qu'il faut que ce soit le business qui conduit. On fait pas la R&D parce que c'est la mode, parce qu'on a dit que tout le monde y va à R&D, on a deux ingénieurs qui se mettent à R&D. Non, c'est le business qui conduit la R&D. Il faut que le R&D réponde aux besoins du business. L'existence d'une gouvernance claire, j'en ai parlé, établissement de processus de développement très important, établissement de processus de développement de produits et de services. Les processus, c'est des processus formels. Avec vos startups, on devrait parler de ça d'une manière détaillée. On peut faire des ateliers ou là. Pourquoi? Parce que vous avez un cadre stratégique, à l'époque, chaque dire, on peut en parler. Après, votre processus, c'est votre référence pour exécuter vos projets. Vous n'allez pas dans tous les sens. Yeah. Et vous coopérez quand vous avez un processus. Vous pouvez trouver comment vous faites votre partenariat. Je sais que واحد يقول لك واش تعاوننا واحد او في Silicon Valley يقول له on travaille dans le même domaine, est-ce que vous nous aidez? Vous êtes comment? Si vous avez un processus, vous avez des profils à certaines étapes de votre processus, là vous pouvez savoir qui peut vous aider. هذاك le profil هذاك اللي راك تحتاجه. C'est pas n'importe quel même au niveau de l'académie, la même chose. On rencontre quelqu'un, il a un mémoire de corriger. Il corrige le mémoire, de l'autre, il corrige les mémoires. Donc, dans votre recherche, dans votre projet, comment, si vous avez un process, vous pouvez déterminer où est-ce que vous vous agencez. Avec les pièces du puzzle, je les ai mis sur comment on s'agence entre nous. Comment je peux savoir comment je m'avance avec Nabil ou là avec Amin. Si j'ai un process, à un certain moment, il me sent, j'ai besoin de quelqu'un marketing qui est bon dans le digital, etc. Ah, ça, ami, je peux le placer là. Si j'ai pas ça, j'ai pas ce profil, d'orbre. Comment je pourrais savoir comment tu t'agences dans mon process ou comment moi je m'agence dans ton process? Vous voyez, donc les processus, c'est très important. Après, l'évaluation, très important aussi. Les KPI, c'est les gens du HR, les gens aussi de l'évaluation des travaux techniques. C'est pas l'évaluation technique des réalisations. C'est pas ça. C'est l'évaluation de la performance du département. C'est autre chose. On peut en parler, Inch'Allah, dans d'autres travaux. Euh, Après, donc, une chose qui est très liée à la gouvernance, c'est les interfaces avec les autres départements de l'entreprise, avec l'industrie, avec le marketing. C'est des départements qui se challenge. Yeah. تخرجوا le produit le plus rapidement possible, aussi تخرجوا le produit le meilleur du monde, Samsung, etc. كل واحد il vous challenge. Donc la relation à vie, elle doit être formalisée. C'est une interface. Savoir comment faire, comment on réfléchit, comment on rêve, qui est responsable, qui répond à qui, et ce genre de choses. Et bien entendu, les départements, aujourd'hui, c'est ça justement l'une des caractéristiques de l'économie de la connaissance, c'est l'agilité. Un département doit être agile, changer, les gens du département doivent être capables d'avoir des carrières qui changent intelligemment, ce genre de choses. Donc il faut qu'il y ait des départements qui apprennent, qui changent facilement. Très bien. Alors maintenant, on passe aux missions. Avec, c'est les impératifs, les missions. Alors, quand vous regardez ce que nous faisons au niveau de la R&D, c'est ou bien on travaille pour vendre des produits et du service. Donc, je fais un produit, je le vends. Yeah. Dire une locomotive, on la vend. Allez, on dit un moteur, on le vend. Dire un design d'une portière sécuritaire, et on imagine un besoin, on le fait, on le vend. C'est un produit à vendre. Après, il y a d'autres choses. Si vous faites que ça, à un certain moment, vous arrêtez, vous allez fermer. Pourquoi? Parce que la technologie change. Les systèmes d'exploitation changent. Il y a plein de choses qui changent. Donc, vous êtes obligé de faire de la veille. Et dans beaucoup de cas, vous faites de la veille avec d'autres départements, avec d'autres joueurs, avec d'autres entreprises. Même si c'est des compétiteurs, c'est de la compétition, ils vous font de la compétition, mais des fois, c'est important, il y a des sujets qu'on ne peut pas maîtriser seul. Donc, on fait de la veille en interne et avec l'externe, et on anticipe aussi. Donc, celui qui fait que les produits qu'il vend, à un certain moment, il ne peut pas tenir. Il faut créer des plateformes, donc faire du développement de produits, du développement technologique, développement de plateformes desquelles on dérive les produits à vendre. Imaginez on vous dit, moi j'ai des applications que je vends sur smartphone et qui sont basées sur Android. À un certain moment, c'est pas Android qui se vend dans les smartphones. J'imagine.
Firefox Windows il a pris les smartphones, c'est fini. وانا واش ندير من بعد لو كان انايا ما خدمتش مانيش جونتيسيب با ce genre de choses. Je نولي كاع واش خدمت انا il faut que je fasse ceux qui ont travaillé sur ce genre de système qui ont anticipé ils vont avoir des produits avant. وانا je vais commencer à réfléchir il faut 2-3 ans pour me mettre à la page, mettre mes applications dans le nouveau système d'exploitation. Je dis comme ça des exemples. Je dis pas que Windows va l'apprendre là. C'est juste un exemple pour expliquer quelque chose que tout le monde connaît. Ok, donc il y a aussi dans l'émission, c'est l'option de sélection des technologies. Ça aussi, c'est un sujet. Il y a des technologies disruptives, il y a des technologies qui incrémentent les résultats que nous avons d'une manière continue. Il y a plein d'options que vous avez pour répondre à votre business et pour choisir votre technologie. Ça aussi, ça rentre dans la négociation quand on achète des choses. Si vous avez une équipe qui fait la veille et qui est dans la sélection des technologies, là, dans la négociation, vous avez des épaules. Vous avez qui, je connais les fournisseurs. Vous voyez? Alors, il y a un travail aussi de la R&D dans une entreprise, c'est la propriété, la classification, la création de librairies de propriété intellectuelle dans lesquelles on peut trouver les inventions, mais les inventions, l'ensemble des propriétés intellectuelles d'un département de développement, c'est pas seulement les inventions. En général, les inventions, un nombre minoritaire des IP. La plupart de ce que vous faites, des modules que vous faites, c'est des propriétés à réutiliser, donc ils deviennent des propriétés intellectuelles. Très bien. Euh, alors, pour les points d'Ouma, c'est comme vous voulez. On peut les aborder après, vous me posez des questions. Là, vous voulez que je revienne pour aborder, faire des ateliers. Là, c'est à vous de me dire. Alors, il y a, j'avais dit, donc, l'organisation des IP, mais il y a aussi quelque chose, c'est la conformité des produits. C'est la R&D qui le fait. C'est pas les achats, c'est pas les commerciaux. Est-ce qu'un produit, il est conforme à Singapour? كيفاش تبيع في Singapour? Il faut que ce soit conforme. Donc, vous devez avoir des gens proches de la R&D ou là dans la R&D qui suivent, qui sont en relation avec le commerce, avec le marketing et qui suivent où est-ce qu'on va vendre et comment on va faire, être conforme. Parce que pour être conforme, il faut développer, il faut adapter. Vous voyez, donc c'est une mission qui rentre dans la checklist ou dans le plat de plate de la R&D. La contribution à l'exploitation et à la protection des innovations de l'entreprise, notamment dans les conflits relatifs aux brevets. Vous voyez, qui vous rentrez avec l'Algérie, elle a été dans des problèmes comme ça d'utilisation de licence en Algérie. Il y a eu ce genre de problème. Les compagnies quand j'étais directeur recherche des innovations de Brandt, on avait chaque année une dizaine d'affaires comme ça. On continue. Mais si une nouvelle affaire, mais dans une année, vous pouvez trouver une dizaine d'affaires ou bien on vous attaque, ou bien vous attaquez les gens pour les arrêter de faire un développement. Et là, c'est la R&D qui défend. Parce que c'est eux qui peuvent lire, qui peuvent répondre techniquement à ces problèmes. Mise en place d'un programme de construction des capacités RH, kiff, on en reparlera. C'est la R&D qui connaît les matières, donc elle fait une très grande contribution dans le capability building, RH capability building avec les départements ressources humaines, contribution à l'activation, à la facilitation d'écosystèmes. Comme je vous ai dit, en général, on ne maîtrise pas tout. On ne peut pas tout seul techniquement maîtriser tout, faire la veille de tout. Donc les départements R&D, c'est le lien qu'a l'entreprise avec les milieux académiques, avec les milieux de l'écosystème qui est plutôt technologique. Très bien. Pour la structure organisationnelle, je vais passer directement au schéma de ce slide. Bon, j'en ai sauté un à vous de lire le détail. Donc, vous voyez, dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, quand vous êtes vous créez un département, il est préférable d'avoir donc le corporate R&D centralisé pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette entreprise. Et quand elle est centralisée d'une manière intelligente, d'une manière autoritaire au sens militaire de la discipline, c'est plutôt pour consolider et profiter des différentes disciplines qu'il y a dans l'entreprise. Après, on a une stratégie, un cadre stratégique qui traite
les produits et la technologie. Comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est pas la même chose. Hein. Le téléviseur, c'est le produit, l'électronique, c'est la technologie. C'est pas la même chose. Donc, quand vous travaillez dans un département, il faut que les deux aspects soient pris en compte, soient maintenus, soient entrepris. Après, quand vous descendez par rapport à ce que je viens de vous dire, au cœur là de l'activité, vous allez trouver qu'il y a trois types, en gros, trois types de recherche. Il y a la recherche exploratoire, ou la fondamentale, ou la avancée, chacun, ça dépend comment on l'appelle. Après, il y a l'aspect de développement technologique, la maîtrise, le travail transverse qu'on peut faire avec tous les départements pour maîtriser, pour mettre en place des plateformes, pour anticiper et dériver plus tard, penser à dériver des produits avant. Et puis vous avez de la recherche qui est purement faite pour faire le business, pour faire du commerce. Là, on va vendre euh, euh, une locomotive. Donc on va travailler juste pour la locomotive. Yeah. On va vendre une plateforme Internet of Things pour suivre tous les bus, les TUSA sur toute l'Algérie, ou surtout Alger, pardon. Vous voyez, là, il faut le faire et le vendre parce que les TUSA le demandent. Donc, on va faire un plan, le projet, etc. On le vend pour ça. L'équipe, si on peut, ou alors on collabore avec des startups, des incubateurs, pour que la technologie de l'Internet of Things soit maintenue. Bon, je vais lui livrer, mais pour lui mettre à jour son système, pour livrer à d'autres, je dois suivre ce qui arrive dans la technologie. Quelles sont les autres plateformes qui vont arriver? D'accord? Très bien. Là, je donne un exercice très simple, un exercice qui serait bien de le faire, même en atelier par exemple. Si vous prenez, avant, juste pour introduire, pour me donner la perche pour parler du montage des capacités en ressources humaines, alors, cet exercice, c'est de prendre un produit. Un industriel peut prendre un produit, prendre les techniques qu'il a, les gens des ressources humaines, des gens de l'industrie, même s'il n'a pas du tout d'R&D, il va se dire, regarde, aide les produits que j'ai. Quelles sont euh, euh, les compétences dont j'ai besoin pour réaliser ce produit ou réaliser cette pièce. Yeah. On va se dire par exemple qu'il y a un radiateur d'un bus. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour faire un radiateur d'un bus? Imaginez que l'étudiant va se dire ils m'ont saigné avec ces radiateurs. On doit essayer de voir comment on le fait. C'est très simple. Vous savez, pour faire un radiateur, il faut un project manager. Après, quels sont les gens qui rentrent dedans? Il y a une mécanique, de la mécanique des fluides, de thermodynamique, ils mettent les domaines. Ils mettent les domaines. Et là, je vous promets une chose. La plupart des produits, je fais avec un défi, la plupart des produits, si on faisait cet exercice pour le fun, pour nous amuser, on va trouver que la plupart des profils existent en Algérie. Vous allez trouver que tout le temps, vous avez 90%, presque à 100% des profils, ils existent. Maintenant, ils existent, mais ils ne peuvent pas faire le produit. Là où est le travail. Et vous vous rappelez de la flèche intégration. Comme rappelez-vous, j'ai parlé de l'intégration. Donc vous avez les profils, mais vous ne pouvez pas les utiliser pour faire votre produit. Donc le travail à faire avec les incubateurs, avec les entreprises, avec l'entreprise qui est intéressée, c'est de faire l'intégration de ces profils proches de ceux dont vous avez besoin, les tirer vers les profils dont vous avez besoin pour vous faire votre radiateur. تاع البوس اللي طاح tout le temps من داك تلقى مساكن طالع في الطلاعيه تاع لي فيرجي ولا حابس تماك حابطين كاع الناس تماك. Donc vous voyez, donc en fait cet exercice, ça serait bien de le faire dans un atelier. Je ne sais pas combien ça peut être réalisable, hein, combien vous pouvez prendre un médicament, il y a produit tac, ou les profits qu'il y a dedans. J'aimerais bien faire cet exercice pour le fun, hein, on l'a fait pour le réfrigérateur, on l'a fait pour la machine à laver, on l'a fait pour la connectivité. Donc, quand on fait cet exercice, on trouve quel technicien, quand on a rejoint Civita, c'est ce qu'on entendait toujours. On allait faire ça, mais il n'y a pas de profit. Il n'y a pas les profits. Et si vous n'avez jamais fait un réfrigérateur dans la vie, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui fait les réfrigérateurs. Vous avez trouvé des gens qui sont proches, à peu près.
et vous allez les ramener. Et vous pouvez les intégrer pour faire ça. C'est le fikra. Donc ça, je le propose pour introduire un petit peu l'aspect RH. Je vous ai tout dit dans les faits. Donc, quand on fait des recrutements, on va chercher les profils de proches. En tant que مثال, comment on fait pour ramener un technicien qui est dans, par exemple, un technicien dans le développement de mécanique pour un véhicule, bus, whatever. Un technicien mécanique. Est-ce qu'on a des techniciens mécaniques? Vous allez dans les garages avec les jeunes, avec les jeunes, ils ne sont pas déclarés. Quand vous les critères d'un technicien qui peut aider dans le développement, dans le montage de prototypes, etc. Il a tous les critères. On l'a fait. جيبو مسكين ماشي déclaré كاع جيبو توريلو تشوفوا شنو تلقى بلي évidemment il faut lui faire une formation un cursus vous lui montez un cursus donc en général quand vous ramenez une équipe il y a des formations collectives pour l'équipe il y a des formations individuelles قال هذاك لوحده تحكموا وحده مع الماناجر هذاك انترميديت ماناجر تاعو يبدا يوريلو هذوك الحوايج dont il a besoin en fin de compte quand on fait l'exercice on va trouver que dans beaucoup de situations on a tous les profils il faut juste avoir la démarche pour les utiliser comme il faut, dans l'intérêt du business. Après, quand vous ramenez des gens, il y a de l'intégration dont je viens de parler. Après, on passe au développement en technologie. Pour être plus concret, et ça, c'est ce qu'on a fait, hein, ça, c'est ce qu'on a fait, qu'on a réussi de faire. On peut raconter donc les histoires individuelles, pour le réfrigérateur. On peut ramener le directeur du département, raconter exactement ce qui s'est arrivé. On peut le faire avec plaisir. Très bien. Donc, euh, avant de terminer l'aspect de construction des capacités RH, je vais vous dire, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la première chose à faire, la première vague de recrutement à faire. Qu'est-ce que je vais faire demain? Je fais un placard emploatique ou qu'est-ce que je fais? Alors la démarche, c'est celle qu'on a fait qui a marché. On l'a fait quelques fois et ça a marché. Donc la première chose à faire, c'est de recruter le staff. ماشي تشوف انا نجي والله غير مليح هذاك الالكترونيسيان ديالك كريتي نديرو الالكترون نو شوف شكون ستاف qui va gérer tout ça ça peut être quelqu'un de l'extérieur un conseiller ou là mais en général il faut chercher ça il faut investir dans le staff de management il faut qu'il y ait quelqu'un qui va monter avec vous l'équipe هذه هي la démarche après dans la vraie vie يقدر واحد ما عندوش il peut pas il est pressé il peut y avoir d'autres هذه c'est pas une science exacte où il faut faire exactement ce que je suis en train de dire ça حنا on donne زعما la recommandation si vous avez un process ou une recommandation, tu listes une référence. Après, dans la vraie vie, vous essayez de vous rapprocher de la référence. Idéalement, vous faites exactement la bonne chose qui a marché. Donc, la première chose à faire, c'est de recruter un staff. C'est lui qui va monter avec vous l'équipe. Après, qu'est-ce qu'on fait? Comme les produits. Je connais bien les produits. C'est les gens de l'industrie. C'est les gens de l'usine. Ils savent bien le produit, comment il est fait. Alors, quand vous allez à Sonacom, ceux qui montent des bus, vous allez trouver des gens qui connaissent bien, ou bien des parties du bus, ou là tout le bus. Ils connaissent le petit vis qui tient le siège, ou là, ils connaissent bien. Alors, ensemble, qui ont monté le bus, ils connaissent très bien. Alors, ceux-là sont des coachs très intéressants pour la R&D. Quand vous ramenez quelqu'un, un PhD, l'électrotechnique, يعرف كلش واحد التيرمو هذاك تاع الرادياتور يعرف لا thermodynamique واحد فليس لا mécanique des fluides يعرف bien la théorie connaît très bien il a travaillé dans une compagnie d'aviation ولا حاجه يعرف كي تجيبوه pour qu'il comprenne bien il passe d'abord يولي سنه اولى il repasse son cursus avec des gens qui connaissent le produit dans lequel il va travailler وهذاك شكون يوريلو c'est un opérateur d'usine c'est un méthodiste c'est un employé de l'usine. Donc, on va emprunter des opérateurs d'usine, des employés de l'industrie pour coacher les gens qu'on recrute pour la R&D. Et à partir de là, on peut après aller à un certain moment, on recrute après les jeunes, les nouveaux gradués, etc., pour monter toutes les équipes. Voilà la démarche que nous avons adoptée qui a marché, alhamdoulilah, et qu'on peut redéployer. J'espère que ça va être redéployé des centaines de milliers de fois. Très bien. Maintenant, je vais passer à l'autre point. Je termine avec ce point-là, qui sont les exemples. Des exemples de choses qu'on a réalisées. Donc, c'est la création, donc à peu près ce que vous avez demandé dans la présentation, c'est la création de la recherche, développement et de l'innovation,
montage des équipes, réalisation de produits pour des buts business, pour répondre aux besoins du business. Et ce que je vais lister essentiellement ici, c'est des produits ou du service qui ont été livrés pour des clients. C'est pas, on n'est pas en train de dire, on saurait pour faire mal, je suis en train de vous dire que ça a été fait et c'est améliorable. D'ailleurs, on présente sur des points précis, on va aller dans le détail, je suis sûr, c'est ça que vous allez trouver des remarques et tout est améliorable. Mais je vous propose. Alors, qu'il y a la plateforme Internet of Things, qui a été utilisée dans le four connecté, le premier produit connecté du groupe Brand, qui a été fait ici donc, au début avec des partenaires, mais au fur et à mesure avec une démarche bien pensée. En tout cas, aujourd'hui, nous avons tout le produit est réalisé. Ici, on a tout le code de bout en bout, on a toutes les réalisations qu'il y a dedans, tous les modules sont notre propriété, on l'a fait entièrement aujourd'hui. Et c'est vendu en Europe, ça a été vendu en Europe. Après, vous avez en fait plusieurs choses qui vont avec les screens. Donc on a l'application Lico, là, éducative qui a été vendue. Quand si ceux qui ont des téléviseurs grandes, ils ont trouvé de l'application. Toute la plateforme de la VOD, vidéo à la demande, elle est faite par cette équipe-là et c'est une plateforme qui a été vendue, que les gens ont utilisée par milliers. Hein. Alors ça gérait 360 000 en قبل ما هذاك البروبلème تاع OVH تحرق لهم là où ils ont leurs vidéos, mais il y avait 300, à peu près 360 000 Smart TV qui étaient donc connectés. Il y avait 50 000 personnes, donc 50 000 activations de l'application pour vous dire que c'est beaucoup. Alhamdoulilah, ça a marché. Et les services après-vente ne sont jamais venus depuis 2017. Ils ne sont jamais venus. Ça marche pas. Alhamdoulilah, ça a marché. Il y a un autre, si vous voyez ici cette image, c'est une usine de fabrication de téléviseurs. Ça, c'est des cartes électroniques. Donc, on leur a livré donc une plateforme d'automatisation des tests qui leur font gagner du temps, qui suit leur productivité, qui suit les cartes elles-mêmes. C'est long à raconter, mais c'est une qui marche aujourd'hui à l'usine. Ils l'ont acheté, donc c'est aussi vendu. Donc, vous voyez. Et les fournisseurs de la ligne de production, les fournisseurs du TV, etc., ils ne leur ont pas proposé ou ils ne leur ont pas offert cette plateforme. Et c'est fait par des jeunes comme vous et comme je viens de dire, on a suivi tant bien que mal la démarche là que je suis en train de décrire, qui est aussi, comme j'avais dit, améliorable. Ok, pour le téléphone aussi, vous avez vu le téléphone Brand, c'est la même chose. Bon, on n'a pas fait tout le programme parce que le programme qu'on avait établi, c'est aller jusqu'à in-house design, donc on va faire tout le software du téléphone. On n'a pas fait ça. D'ailleurs, le téléphone Brand, je suis pas sûr s'il est en vente aujourd'hui, mais de toute façon, on a contribué au montage du business, au montage des lignes de production, gestion du projet, etc. pour arriver et le produit il s'est vendu aussi. Et là, il n'y a pas beaucoup d'R&D pour le produit qui s'est vendu. Il était prévu, il était destiné à mettre beaucoup de R&D dedans. Mais de toute façon, rien que tout le cycle là jusqu'à la vente, c'était un achievement qui a été fait par l'équipe R&D. Il y a aussi la création d'équipes from scratch, pour le cooling, pour les réfrigérateurs, et pour le washing. Donc, on a créé une équipe qui est complémentaire à une équipe qui existe à Lyon, en France, et qui a aussi contribué à la validation, au montage de prototypes de ces produits-là, qui ont été aussi en vente en Algérie. D'accord. Les produits n'ont pas été faits from scratch, donc l'aspect design. Quand on est arrivé, il était déjà là, mais le montage de prototypes, la validation par rapport aux normes, et la correction par rapport aux problèmes trouvés, etc. Ça, c'est les équipes qu'on a montées qui ont fait cela. Alors, ça c'était Rightino pour les produits qui ont été vendus. Au CDTA, je peux vous citer ça vous pouvez chercher si vous voulez encore approfondir ce sujet. Il y a des gens qui s'intéressent à ça. Comme je vous ai dit, même les projets de fin d'études dans le management, etc., ça serait bien d'aborder ces sujets. Il y a le CDTA qui a donné beaucoup de prestations de services de développement. Je cite deux ici. Il y a un système, je vous cite les systèmes que je connais personnellement, qui dans des équipes que j'ai gérées ou là que j'ai fait gérer ou là, c'est plus facile.
C'est des sujets que je connais, mais il y en a d'autres. On écoute comme Saïdal, donc nous sommes tous fiers. Ils ont une R&D, ils ont beaucoup de produits. Vous allez à la pharmacie, vous achetez Saïdal, alors qu'il y a de gros joueurs dans le monde. Et ça, c'est une fierté. Mais je ne peux pas les citer Haka parce que je ne connais pas le détail des produits. D'accord? Alors qu'ici, je connais les sujets, je les connais particulièrement. Donc, avec le développement d'un système IT pour dans les gardes à vue, qui a été fait par une équipe du CDTA pour la DGSN. Il y a aussi le développement d'un compteur intelligent pour le CREDEC, c'était un centre de recherche du Sonelgaz, c'est une filiale aussi du Sonelgaz. Et ça, c'est des sujets, quand j'étais au CDTA, ils avaient déjà payé des parties de ce produit. Hein. Donc, le client a déjà commencé à payer. Après, moi, je n'ai pas terminé la livraison de tout le produit, mais ils ont commencé. Ça, c'est une compagnie qui s'appelle Issinia. Et ça, c'est aussi, ça a été donc initié avec Riyad Hartani au CDTA justement. Et j'ai vu que après mon départ, c'est devenu une entreprise qui est dans le open source, open cloud, dans un domaine qui n'est pas répandu. Donc on a monté une équipe. Dès que l'équipe elle a fait son apprentissage, elle a livré, son travail a été validé à Silicon Valley en Inde par des partenaires de Riyad Hartani, etc. Donc, et c'est devenu une entreprise. Ça aussi, je pense que dernièrement, il travaillait à la Wilaya ou à quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est une équipe d'un centre de recherche, donc on devrait refaire ça des milliers de fois avec les centres de recherche, les labos, etc. L'autre compagnie aussi qui est très bien à citer, c'est Saticom, qui était une filiale du CDTA. Après, c'est devenu une joint venture entre CDTA. Après avoir servi donc ouais, de 75 ou quelque chose comme ça de succursales pour le système d'information, de remontée de l'information. Euh, alors, Algérie Télécom a discuté avant même que je retourne au CDTA. Ils ont discuté avec eux pour faire une joint venture, pour prendre. À chaque fois, ils s'achètent leur système. Pourquoi ne pas faire une joint venture? Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, quand j'étais directeur du CDTA, on a conclu le contrat pour créer la joint venture et c'est fait. Ils ont servi Algérie Télécom, Mobilis, Naftal et d'autres. Donc ça aussi, c'est une équipe d'ingénieurs du CDTA et qui a fait ce travail-là. Et c'est une expérience qu'il faut vraiment approfondir et voir sérieusement. De Writing sans que ce soit un produit qui est vendu. On a utilisé le Media Analytics pour faire des analyses qu'on a vendues, mais ça, c'est pas vendu comme un produit encore, c'est encore en offre, on est en train, mais je le montre parce que c'est des sujets d'aujourd'hui compliqué et beaucoup ne croient même pas qu'on peut le faire en Algérie. Au début, et beaucoup, quand ils passent à nous voir, quand on le démontre, quand on discute aujourd'hui, on discute avec des gens qui sont, Inch'Allah, on leur a fait des offres qui vont les acheter. Ils nous disent, on savait même pas qu'en Algérie, on est capable de faire ça. Et c'est fait entièrement par des jeunes, par des gens de l'équipe. Donc, il y a un chatbot qui est un système de communication. C'est pas juste un chatbot, c'est un chatbot qui a une régie derrière. Donc, il y a tout un travail de dashboarding derrière pour le suivi de tout ce qui arrive. Et puis, vous pouvez faire de l'analyse dedans, etc. Donc, c'est beaucoup plus qu'un centre d'appel ou la Haja Aïda. L'autre, c'est un outil de Media Analytics qui tire les messages qui sont dans les réseaux sociaux, qui fait de l'analyse, qui fait des recommandations, etc. Donc ça aussi, c'est basé sur l'intelligence artificielle et la data. C'est le sujet d'aujourd'hui. Hein. Et pour vous dire qu'on peut aborder ce genre de sujet, il faut faire confiance, il faut avoir les modèles de développement et il faut y aller. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais juste citer avec les recommandations que j'avais dit, la documentation, les présentations de Riyad Hartani, c'est une très bonne introduction à ce sujet. Les présentations de Kamel Mustafa Toumi dans les assises pour l'économie de la connaissance et pour ce qu'il a fait avec Mourad là de Silicon Mubashir, Silicon Valley Mubashir. Donc c'est une très bonne introduction pour ce sujet. Il y a aussi la présentation de Abdelkrim Doufen dans les assises aussi de l'économie de la connaissance, si vous pouvez les avoir. Donc, si quelqu'un est intéressé à aborder ce sujet, ou à monter l'argumentation de ce sujet, ça serait bien qu'il voit ça aussi. Après, pour finir, je remercie Farid
Ranem, regarde, parce que j'ai utilisé certains graphes, certains schémas que des collègues, tout le staff de management de Rightinov et de la recherche des fonds d'innovation du pôle industrie de Cédita, parce que j'ai utilisé beaucoup de leurs schémas, etc. Au moins, mais il faut que j'allais, il faut que je les remercie. Voilà. Et vous aussi, je vous remercie beaucoup. C'est un honneur de m'avoir invité.